pour terminer cette matinée, la parole à Stéphane Crène, responsable innovation de GS1 France, qui œuvre à faciliter et automatiser les échanges entre partenaires en s'appuyant sur un système d'identification unique. Vous êtes responsable d'Impact, initiative développée depuis novembre 2023 pour diminuer l'impact des emballages et faire évoluer les standards dans cet objectif, et notamment dans le domaine du réemploi. À vous la parole, Stéphane. Merci Pierre. Bonjour à tous. Moi, je suis ravi d'être ici. Ça y est, mes slides s'affichent. Bon, depuis le début de cette matinée, on a un certain nombre de mots qui reviennent à épisodes réguliers. On a compris que le réemploi, c'était qu'une affaire de collaboration. On ne pouvait pas changer un modèle macro tout seul dans son coin. Il fallait forcément le faire avec son écosystème. On a aussi beaucoup entendu parler du mot standard, oui. À la fois pour désigner ces emballages harmonisés, à la fois pour désigner les référentiels qualité au niveau du lavage. Et moi, je viens vous parler finalement d'autres enjeux de standardisation qui est lié au passage à l'échelle du réemploi, des sujets de standardisation qui ont à voir avec le système d'information et plus précisément avec la traçabilité des emballages réemployables. On a une initiative qui est en cours au sein de notre organisation depuis à peu près 2 ans. C'est ça. Qui consiste à faire émerger tous ensemble un modèle de traçabilité unifié. Et donc l'objet de ma présentation, c'est de vous expliquer en quoi ça va être utile à l'essor du réemploi et comment est-ce qu'on s'y prend et pourquoi éventuellement il serait utile que vous veniez rejoindre cet effort collaboratif-là. Donc moi je suis effectivement en charge d'Impact, qui est une initiative collaborative qui a été lancée il y a 2 ans, qui est globalement sur la question de l'émergence des standards pour la réduction de l'impact environnemental des emballages. Et un des gros morceaux, c'est donc ce groupe de standardisation autour de la traçabilité des emballages réemployables domestiques. Alors, pour ceux qui pensent ne pas connaître GS1, probablement vous vous trompez parce que tout le monde connaît ce fameux code à barre qu'on retrouve sur les produits de grande consommation. On a vu avec Reuse que ce code barre jouait un rôle finalement assez important dans le modèle aujourd'hui mis en place dans la grande distribution, parce que c'est à travers la lecture de ce code barre qu'on restitue l'emballage réemployable et qu'on se voit restituer la caution afférente. Ce code-là, à 13 chiffres qu'on retrouve sur les produits de grande consommation, c'est une sorte d'identité universelle des produits. Il fait 13 chiffres. Chaque industriel, chaque marque à travers le monde a la capacité de créer des codes qui lui sont propres pour désigner son produit. Et donc, c'est finalement des identités qui sont reconnues au plan international. Il y a une technologie pour le supporter aujourd'hui. Cette technologie, elle va basculer dans les années à venir du côté d'un QR code un peu spécifique dans la grande distribution. C'est un des grands chantiers de transformation qui animent nos organisations à travers le monde. Et simplement, pour vous expliquer notre travail, il y a deux principaux domaines d'activité pour GS1. D'abord, il y a la fabrique des technologies standardisées à l'échelle internationale. Donc, ce fameux code, le GTIN ou ce fameux code barre, le N13, ce sont des standards qui sont reconnus à travers le monde. Et il y a une autre dimension qui est très importante à notre travail, qui est plutôt une dimension locale. Par exemple, en France, GS1 France, nous, on œuvre à créer finalement les dynamiques collaboratives qui vont permettre les mises en œuvre de ces standards. Donc, il ne s'agit pas de dire, vous avez une palette de potentiels techniques reconnus mondialement. Il faut encore finalement organiser les marchés pour qu'il y ait des mises en œuvre collaboratives, parce qu'évidemment, mettre en place un standard tout seul dans son coin, ça n'a absolument aucun sens. Il faut forcément que ce soit un mouvement d'ensemble. Alors, quels sont vos partis pris justement en la matière ? Alors, j'en suis pas encore tout à fait au parti pris, mais justement, on parlait des standards internationaux, simplement pour vous dire qu'ici ou là, on retrouve nos standards qui sont embarqués dans des projets sur le réemploi. Là, je vous ai donné quelques exemples sur ce slide. On a un acteur français qui s'appelle Pactic qui dit moi, j'ai une solution informatique qui est basée sur le GREI. Le GREI, c'est quoi ? C'est l'équivalent du code produit dans le monde des emballages réemployables. Donc, c'est une façon de désigner les emballages réemployables à travers le monde. Donc c'est là aussi un standard international. On a Petrel qui, il y a quelques mois, a annoncé un autre barbarisme, le fait qu'il adopte le standard EPCIS 2.0. Ça veut dire concrètement que le système d'information de Petrel, il a mis en place les interfaces qui doivent lui permettre, de façon normée, de communiquer avec son environnement et donc avec d'autres bases de traçabilité. Et on a un exemple qui vient d'Europe du Nord, où vous voyez ce fameux QR code qu'on commence à voir sur les produits, là mis en place sur des tasses de café standardisées. Là, c'est le QR code augmenté de GS1. Ouais, absolument. En phase de déploiement, il faut quand même le souligner.
transformer dès à présent et plus que jamais l'an prochain. Voilà, mais plus dans une logique a priori d'identification des produits, alors que là, notre sujet, c'est comment est-ce que demain, on va identifier les emballages réemployables. Tout ça pour vous dire qu'on a ici ou là des standards GS1 qui sont piochés par les uns et les autres pour mettre en place des modèles de réemploi, pour mettre en place des pilotes, pour mettre en place des systèmes, etc. Mais on a besoin de converger tous ensemble sur une façon à peu près uniforme d'utiliser ces standards pour opérer le réemploi. Alors, je le disais, on ne travaille pas sur le sujet depuis hier matin. Le premier gros boulot de notre côté, ça a été finalement de publier ce document. Je crois qu'il y a à peu près entre 80 et 100 parties prenantes qui ont contribué à l'écriture de ce document. Et ce document, en fait, il vient cadrer les travaux de standardisation et il vient expliciter pourquoi le sujet de la traçabilité des emballages réemployables, c'est au cœur des modèles opérationnels du réemploi. D'abord, on va peut-être commencer par définir qu'est-ce qu'on entend par la traçabilité du réemploi. C'est simplement la capacité à suivre les flux d'emballages réemployables, leur stock et aussi leurs états. Et pourquoi est-ce que c'est important qu'on ait la possibilité de mettre en place un modèle unifié de traçabilité? D'abord parce que la traçabilité, c'est au cœur des logiques de performance et donc au cœur des logiques de modèle économique du réemploi et au cœur aussi de la capacité à créer de la performance environnementale avec du réemploi. Le réemploi, c'est une histoire de circulation d'emballage. Il faut optimiser la circulation des emballages si on veut avoir un modèle qui soit économiquement et environnementalement viable. Donc la traçabilité, c'est la visibilité sur les flux. La visibilité sur les flux, c'est la capacité à agir sur ces flux, à les mutualiser, à les massifier, à les optimiser. Ça, c'est la première chose. Ensuite, évidemment, la traçabilité, c'est au cœur de pas mal d'éléments autour de la gestion du risque. Il y a évidemment, on l'a vu avec Reuse, des produits sanitaires ou des produits cosmétiques, etc. Il faut faire très attention à ce qu'on fait en la matière. Donc il y a le risque sanitaire qui est au cœur de l'enjeu, mais il y a d'autres formes de risques. Risque de fraude à la consigne, risque industriel, même cyber-risque. Si la plateforme présentée par Alexis tout à l'heure, Gear de Bocoloco, elle tombe, elle est attaquée, etc. Il n'y a plus de circulation d'emballage en France et donc on arrête d'une certaine façon les flux produits. Donc on est là sur des enjeux extrêmement sensibles. Et enfin, la troisième dimension stratégique de l'affaire, qui est peut-être pas la plus intuitive, c'est qu'en fait le sujet de traçabilité, qui est d'abord un sujet B2B, en fait ça a quand même beaucoup de choses à voir avec l'adhésion du consommateur. D'abord parce que la traçabilité, ça a beaucoup de choses à voir avec les modalités concrètes de restitution des emballages qu'on va proposer aux consommateurs. Et le retour, c'est évidemment la grosse contrainte qui pèse sur le consommateur. Jusqu'à présent, il avait simplement à jeter un emballage. Là, il faut qu'il le restitue. Et donc, le process concret, évidemment, c'est très important si on veut le faire adhérer et inscrire le réemploi dans sa vie quotidienne. Et puis, les dispositifs de traçabilité ils peuvent aussi servir quand même à informer le consommateur, informer sur le montant de consigne, informer sur le lieu de restitution, etc. Donc, en quelque sorte, l'information qu'on va fournir au consommateur pour lui faciliter la vie, ça a à voir avec le système de traçabilité. Donc voilà en gros les enjeux. Peut-être ce que je rajouterais, c'est qu'on pourrait très bien dire, ok, la traçabilité c'est important, mais pourquoi on a tous besoin du même système de traçabilité ? Bon, il y a deux grandes réponses à cela. La première, c'est qu'en fait, on a des acteurs qui vont finalement œuvrer dans plusieurs boucles de réemploi. Donc il faut éviter finalement qu'ils aient des liaisons informatiques avec Gear qui soient spécifiques et puis des liaisons informatiques avec d'autres plateformes de réemploi et qu'à chaque fois ça multiplie les coûts. Donc c'est important d'éviter ce qu'on appelle le multi-homing, le fait d'avoir à participer à plein d'espaces numériques clos les uns par rapport aux autres. Et ensuite, c'est plutôt au niveau du troisième point, l'argument c'est que le consommateur, il va à la fois acheter des jus de fruits chez Système U et à la fois il va aller acheter des crèmes de jour chez Yves Rocher. Et donc, il faut absolument que ce qu'on lui propose en termes de gestion de retour, en termes de capacité à accéder à l'information, soit homogène d'un secteur à l'autre. Ça, c'est extrêmement important. On voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités collaboratives qui sont extrêmement importantes, mais qui sont plutôt orientées dans des secteurs d'activité. Il faut qu'on trouve des liens entre ces différentes approches pour qu'on ait un tout qui devienne cohérent à terme, et si possible, assez rapidement. On n'a pas non plus des décennies devant nous pour y arriver. Alors, on a compris, effectivement, Stéphane, vous avez posé un certain nombre de constats, vous les partagez, vous les avez effectivement déterminés. Et aujourd'hui, on a des orientations qui commencent à être claires. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un groupe qui œuvre à l'affaire. Donc il doit
il doit faire émerger un modèle de traçabilité unifié dont les premiers dispositifs techniques doivent être publiés en 2026 pour être capable finalement de servir à des mises en œuvre à échelle nationale à partir de 2027. Ce groupe de travail, il agit dans un périmètre qui est celui du périmètre France. On parlait tout à l'heure de la question de l'internationalisation des flux. C'est vrai. Et en même temps, c'est vrai qu'en France, on a un cadre législatif avec la loi AGEC qui est propre à notre pays. Et donc, ça détermine un certain nombre de choix. On a fait le choix aussi de quand même segmenter le B2C, c'est-à-dire les emballages domestiques, des emballages B2B professionnels, parce que les contextes sont très différents. Et on a fait le choix aussi de réunir le plus possible les secteurs d'activité, donc à la fois emballage réemployable, mais aussi tout ce qui est vaisselle réemployable dans le monde de la restauration. Alors les grands partis pris qui fondent le travail de ce groupe, c'est d'abord qu'on cherche un modèle de traçabilité unifié, c'est-à-dire on dit unifié, c'est-à-dire pas complètement uniforme, c'est-à-dire qu'on pense quand même qu'il va y avoir une traçabilité un peu à géométrie variable selon les secteurs d'activité. Le tout, c'est qu'elle puisse s'imbriquer dans un tout cohérent. On essaye de produire les premiers éléments pour l'industrialisation qui devrait démarrer en 2027. On ouvre un espace de standardisation intersectorielle, ce qui est pas facile à faire. On a plutôt l'habitude dans la distribution de travailler dans le secteur de la distribution, dans la restauration, de travailler dans le secteur de la restauration, etc. Là, il faut vraiment qu'on arrive à avoir des parties prenantes qui viennent de tous les secteurs d'activité et on œuvre à ça. Et ensuite, peut-être la chose la plus fondamentale, c'est qu'on a opté pour le fait d'avoir un modèle de traçabilité qui permet de la traçabilité, ce qu'on appelle cycle de vie, c'est-à-dire avec la possibilité, si on le souhaite, selon les secteurs d'activité, de singulariser chaque emballage individuellement, parce que ça produit un certain nombre de changements très structurels sur l'approche de la traçabilité. Donc le groupe de travail, il est en cours, il est souverain, c'est difficile de vous restituer où il en est pour plein de raisons, mais d'abord parce que en fait, ce qui se passe dans le groupe de travail avant que le groupe de travail n'aboutisse, ça reste dans le groupe de travail. En tout cas, il n'y a pas une technologie qui a été arbitrée, décidée à l'heure actuelle. On est vraiment à l'heure des choix. Voilà, on est à l'heure des choix, c'est ce qu'il faut retenir. Il y a quelques grandes questions très structurelles, effectivement. Est-ce qu'on veut aller vers de la sérialisation dans tous les cas ou seulement dans un certain nombre de cas de figure? La sérialisation, c'est la capacité à identifier les emballages unitairement. Et ça a plein de conséquences. Certaines conséquences qui sont positives en termes applicatifs, d'autres qui sont peut-être moins positives en termes de coût de mise en œuvre, parce qu'il va falloir peut-être mettre des gravures sur des emballages en verre. On voit qu'aujourd'hui, dans la configuration reuse, vous n'avez pas d'identification de l'emballage réemployable en tant que tel. Peut-être le principal argument, me semble-t-il, pour la sérialisation des emballages, c'est qu'à partir du moment où on a des codes uniques sur les emballages réemployables, on a la capacité à faire en sorte que le consommateur utilise son smartphone pour déconsigner. Ça veut dire que plutôt que d'avoir des RVM qui coûtent assez cher dans un nombre limité de points de collecte, on pourrait avoir beaucoup plus de points de collecte, beaucoup plus rustiques, et finalement faire porter l'intelligence par le smartphone. Et pour ça, il faut des codes uniques, tout simplement pour empêcher qu'un même emballage puisse être déconsigné plusieurs fois dans un même cycle de réemploi. Donc si on veut sécuriser la déconsignation par téléphone, par smartphone, c'est important d'avoir des codes uniques. Il y a plein d'autres arguments. Encore une fois, il y a des arguments pro, il y a des arguments anti. C'est ça qui est débattu aujourd'hui. Comme ce qui est débattu aujourd'hui, c'est la cohabitation entre cet identifiant de l'emballage avec l'identifiant produit. Encore une fois, dans Reuse, aujourd'hui, c'est l'identifiant du produit qui permet de restituer l'emballage. Donc il y a plusieurs modèles, il faut qu'on arrive à converger. Parce qu'un enjeu clé, Stéphane, c'est qu'on le voit bien avec le réemploi, l'emballage a de la valeur. Donc pour les opérateurs, c'est aussi important de savoir où est cet emballage sur la boucle de réemploi. Oui, c'est ça. Il faut absolument rationaliser le plus possible la gestion de ces flux, parce que c'est ça qui détermine, encore une fois, l'équation économique et le gain environnemental. C'est le nerf de la guerre. Donc, voilà, moi j'étais juste là pour vous dire que ces travaux existent, que si vous êtes engagé dans l'essor du réemploi à titre professionnel et si vous êtes également convaincu que cette histoire de système d'information et d'uniformisation de la traçabilité c'est important, venez nous rejoindre, ne laissez pas faire le job seulement aux autres. Voilà, ce travail vous incombe d'une certaine façon, donc n'hésitez pas à nous contacter. Le message est passé. Merci Stéphane, on peut l'applaudir pour cette intervention effectivement riche en perspectives. On a le temps pour une séance de questions-réponses. Un micro circule dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions à poser auprès de Stéphane ?
Je lance peut-être une première question parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le QR code augmenté, c'est effectivement l'actualité, mais on est bien d'accord, c'est un standard produit qui pourrait pas forcément être appliqué à l'enjeu d'un standard pour les emballages réemployables. Non, mais ça reste une option technique sur la table, mais il y a d'autres options techniques. On sait qu'aussi, on pourrait avoir des options techniques qui pourraient être un peu différentes selon les matériaux. C'est assez facile de mettre du QR code sérialisé sur du plastique. On sait que c'est plus compliqué sur du verre. Sur du verre, si on cherche à avoir des codes uniques, on a des technologies qui sont moins onéreuses, des codes barres 2 dimensions, mais plus anciens, etc. Et donc voilà. Ça fait partie des sujets qu'il va falloir arbitrer. Est-ce qu'on veut l'optimum sur les catégories de matériaux ou est-ce qu'on veut la même chose pour tous pour que ce soit le plus lisible possible pour les consommateurs? Et on comprend que GS1 France est très actif sur ce sujet. Quid de l'échelle internationale, en fait est-ce qu'il y a les mêmes réflexions portées par d'autres organismes? Oui, alors ce qui est bien, c'est quand nous, on incube des travaux de ce genre-là, tout ce qui va être finalement proposé à la mise en œuvre et à la généralisation au niveau du marché français, ce seront des standards internationaux. Donc on ne va rien inventer de franco-français au plan technique, au plan de l'interopérabilité des systèmes d'information, au plan des technologies d'identification, de marquage, etc. Donc tout sera basé sur des standards internationaux. Mais c'est vrai qu'on va faire un choix qui pourrait être assez propre à la France. Et je pense que le GS1 France est assez avancé par rapport à ce qui se passe chez les autres GS1 en Europe. Encore une fois, parce que la loi AGEC, c'est 10% d'emballage réemployable en 2027, tout type d'emballage, tout type de matériaux. Et c'est ça qui fonde en quelque sorte la spécificité du contexte français. Et donne à la France un côté pionnier en la matière. Y a-t-il une question adressée à Stéphane? Si pas de questions, merci à vous pour cette intervention. On peut l'applaudir à nouveau. Merci à vous pour votre... Question. Ah pardon, une question. J'avais pas vu. Excusez-moi. Merci de vous présenter. Posez votre question. Je découvre, moi, GS1 France et donc la représentation internationale aussi sur ces sujets. Je me demandais quelle était l'articulation avec l'Association française de normalisation et l'ISO, notamment. Voilà, j'ai plus de voix, j'ai un micro mais plus de voix. On vous entend bien. Notamment parce qu'à l'ISO, donc l'Organisation internationale de standardisation, il y a des travaux autour de l'économie circulaire et de plus en plus autour de la traçabilité, justement des produits, des matériaux, etc. Donc je me demandais si la convergence était pertinente. Enfin, il me semble que oui. Si vous siégez dans ces instances, que ce soit au niveau français ou internationaux, voilà comment ça s'articule. Oui, alors ça s'articule différemment selon les sujets. Il y a une grande histoire commune entre les organismes de normalisation publique et les organismes de standardisation privée. La plupart du temps, chez GS1, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher des normes ISO qu'on a spécifiées pour les rendre compatibles avec le système de standard GS1. Donc on est souvent allé piocher dans l'ISO pour en faire des standards GS1. Et de temps en temps, des technologies ont fait le chemin inverse. Par exemple, la technologie RFID que vous trouvez chez Decathlon, chez Zara et compagnie, c'est une technologie qui a été forgée dans des groupes de standardisation de GS1 et qui ensuite a été reconnue par l'ISO. Donc voilà, selon les sujets, les dynamiques peuvent finalement aboutir à des imbrications un peu différentes, mais évidemment, il y a souvent un travail conjoint à faire avec l'ISO, l'AFNOR, le CEN, etc. Deux processus qui se nourrissent. Pas d'autres questions? Écoutez, cette fois, merci à vous, merci Stéphane, merci pour votre attention. C'est terminé pour les Assises nationales du réemploi. Et puis, je vous invite à prolonger cette matinée sur le village du réemploi All 6. À très bientôt. Merci.